Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans l'été des TPE. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on fait la conférence en ligne. J'ai inauguré l'été des TPE hier avec ma première conférence en présentiel. C'était dément, j'ai adoré, c'était extraordinaire. Je suis très fière d'avoir dépassé toutes mes peurs pour y arriver, parce que vous le verrez, pour réaliser ses rêves, il faut d'abord accepter d'affronter toutes ces peurs. Mais on va en parler durant tout l'été. Donc, en attendant, pour aujourd'hui, je vous souhaite bienvenue sur cette première conférence. Je vais vous partager. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que tout va bien pour vous? Dites-moi dans les commentaires. Pour ceux qui regardent en replay, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir. Je vais vous partager le programme déjà rapidement du, le programme de l'été. On va faire un petit tour rapide sur le programme et après on va rentrer dans le vif du sujet de la conférence. Voilà, je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors donc je vais agrandir un petit peu. Donc, nous sommes partis pour 3 mois de folie pour révolutionner ta TPE, pour révolutionner le monde des TPE, parce que je vais vous expliquer tout un tas de choses. Donc, je ne vais pas l'expliquer là tout de suite. Je vais d'abord vous partager. Donc, on est parti aujourd'hui sur contexte et évolution. C'est la base. Vous allez voir, vous allez être surpris de la manière dont il est important de prendre du recul sur son activité, de prendre du recul sur le métier d'entrepreneur, de prendre du recul sur les croyances de la société et que, en fonction du prisme par lequel vous regardez votre vie, l'entrepreneuriat, etc., vous n'obtenez pas les mêmes résultats. Et on a tendance à être extrêmement influencé par les pensées collectives, par les croyances de la société et en plus, elles nous induisent en erreur. Donc, je vais vous parler de tout ça. Contexte et évolution, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Dans 15 jours, on va parler des croyances sociétales de réussite qui vous amènent à l'échec. On va ensuite parler de reprendre le contrôle de votre activité. Dans le 4e volet, on va parler de l'outil magique insoupçonné. Vous allez voir qu'on a un outil personnel, tout le monde, qui est gratuit et qui vous fait faire des choses extraordinaires. Et on va voir comment on fait quand nos clients n'ont plus besoin de nous, mais que vous verrez, c'est extraordinaire. Et puis après, le dernier de la saison, la dernière conférence de la saison, donc je vous rappelle qu'il y a une partie en présentiel et une partie en visioconférence. Le dernier, ça va être à ma sauce. Ça va dépendre de ce qui va s'être passé dans l'été, où je rajoute des informations, où je fais un question-réponse, où je fais un atelier. Ce sera bonus, on verra ça à la rentrée. En tout cas, l'idée avec, l'été des TPE, c'est vraiment alors voilà, c'est vraiment de vous rendre compte à quel point hop, je me prépare en même temps. Voilà. L'été des TPE, c'est de vous rendre compte à quel point, on a du pouvoir, à quel point on peut, créer une vie qui nous fait vraiment plaisir, créer des entreprises innovantes, des entreprises où on kiffe, mais qu'on vit dans une transition actuellement dont on n'a pas encore forcément conscience, mais qu'il est important c'est ce dont on va parler aujourd'hui et qu'il est important de vous mettre en lumière pour que vous puissiez reprendre le pouvoir et arrêter d'avoir cette sensation de subir la crise, d'avoir la sensation de pas pouvoir faire grand-chose avec nos activités et de ne pas vous éclater, de rester dans ce monde un peu pessimiste alors qu'en fait, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans l'été des TPE. Alors, pourquoi révolutionner ta TPE?
C'est, parce que les TPE sont extraordinaires, parce que vous êtes des entrepreneurs extraordinaires, qu'on ne le dit pas assez, qu'on ne le sait pas assez. Hem, il faut vous rendre compte que ce n'est pas parce qu'on a une petite entreprise, parce que TPE, ce sont les petites entreprises, ce n'est pas parce qu'on a une petite entreprise qu'on est un petit entrepreneur et même, je dirais, au contraire, parce que vous n'avez pas de personnel ou très peu de personnel et donc vous faites tout en fait. Qui est capable de faire tout? La comptabilité, la vente, la production, la commercialisation, les réseaux sociaux, le service après-vente, s'occuper des clients, mécontents, de réjouir ceux qui sont contents et cetera. Qui est capable de faire ça à part les TPE? Donc vous êtes tous des entrepreneurs absolument extraordinaires et pour autant, eh ben, on ne le sait pas assez. C'est pour ça que je veux révolutionner l'industrie des TPE. Je veux redorer l'image des TPE, votre image, vous rendre compte à quel point vous avez un savoir-faire extraordinaire et qu'on va travailler ensemble pour que d'ici la fin de l'été, vous ayez retrouvé la confiance, retrouvé l'espoir, la motivation de créer vraiment une entreprise qui est alignée à qui vous êtes, qui va vous faire kiffer, qui va vous permettre de déployer tout votre potentiel, qui va aussi, je vais aussi l'idée de Révolutionne ta TPE, c'est aussi de vous apporter, en tout cas l'été des TPE, c'est de vous apporter toutes les informations pour dédramatiser le côté un peu sérieux et plombant de l'entrepreneuriat qui vous empêche de créer exactement les entreprises de vos rêves. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc, je tiens pour intention que d'ici la fin de l'été, vous soyez parés pour faire une rentrée extraordinaire, pour que vous fassiez une fin d'année extraordinaire et que, au minima, vous prépariez 2025 pour que ce soit vraiment votre année. Donc, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes, prêts à partir? Alors, la révolution peut sembler être un mot un peu fort, mais ce n'est pas la révolution des gilets jaunes, ce n'est pas une révolution avec les armes où on est contre quelque chose, on n'est pas contre la société, on n'est pas contre l'État, on n'est pas contre tout un tas de choses, on est pour. Pour, embarquons, super. Et révolution, finalement, quand on le décompose dans sa réalité, c'est la composition entre le rêve et l'évolution. Une révolution, c'est pour faire évoluer vos rêves et c'est ça qu'on va faire ensemble tout l'été. C'est vraiment, faire une révolution alors, il marche plus mon hop, je me suis acheté un petit outil, mais je crois qu'il a chaud mon ordinateur, il bug. Allez, on était bien parti sur cette révolution. Alors en tout cas, l'idée, c'est de faire une révolution véritablement, ah, c'est ça? Ça y est. Non, c'était parce que c'était sur le chat. OK. Une révolution inspirante, entrepreneuriale, passionnante. Donc l'idée, c'est vraiment de rester dans le pouvoir qu'on a en tant que dirigeant d'entreprise. Donc c'est vraiment de récupérer du pouvoir, de récupérer cette notion de on est capable de réaliser nos rêves, on est capable de proposer des expériences clients extraordinaires pour nos clients. On est capable d'avoir une vie qui nous fait plaisir et on arrête de subir le pessimisme ambiant qui plombe la créativité, qui crée beaucoup de honte, qui crée beaucoup de peur et qui vous empêche d'avancer. Donc moi, avec ma révolution des TPE, l'idée, c'est de vous apporter une vision de l'entrepreneuriat différente, un angle de vue qui n'est vu nulle part ailleurs et qui fait suite à de nombreuses années
d'expérience, d'analyse, etc. Et je vais vous partager tout ça. Décidément, je ne peux pas voir vos commentaires parce que ça ne veut pas. Voilà. Alors, donc une révolution pour et non contre. Retrouver la fierté d'être un dirigeant d'une TPE. Donc, je vous le rappelle, on est une petite entreprise ne signifie pas être un petit entrepreneur, bien au contraire. Donc, on va retravailler là-dessus. Et donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Sophie Robert. Mon entreprise s'appelle Business Mon Amour. Je suis une entrepreneuse passionnée. Ça fait 24 ans que j'entreprends. On a commencé une première entreprise avec mon mari en octobre 2000. On a acheté un fonds de commerce en pâtisserie, une pâtisserie classique. Ensuite, on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage pendant 9 années. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et donc j'ai commencé par une entreprise de coaching un petit peu classique et aujourd'hui, j'ai créé Business Mon Amour qui est vraiment destiné à révolutionner l'industrie des TPE. Ces 7 dernières années ont été des années de recherche approfondie sur l'entrepreneuriat. En fait, après, il y a 7 ans, on a fermé notre dernière entreprise alors que c'était une entreprise qui était extraordinaire. On a répondu à tous les codes de la société, je vais y revenir, mais on avait une entreprise où on était connu avec des produits uniques, on était différenciants, les clients nous adoraient. On n'avait pas besoin de demander d'avoir des articles dans les journaux ou à la radio. Les journalistes venaient nous demander. On avait une réputation énorme. On a développé en 9 années une entreprise absolument extraordinaire et pour autant, on a appliqué tout ce qu'on croyait devoir faire pour développer une entreprise, pour être de bons entrepreneurs et pour autant, ça n'a pas suffi et il y a 7 ans, quand on a fermé, j'ai vraiment été chamboulée, perturbée, très questionnée de comprendre, mais comment ça se fait qu'on donne tout pour nos entreprises, qu'on fait de la qualité, que nos clients sont absolument ravis. Encore aujourd'hui, on parle, ça fait 7 ans que notre entreprise est fermée et pour autant, on a été la semaine dernière à l'assurance et la personne se souvenait de nos gâteaux de voyage. Et comment ça se fait qu'on crée des entreprises de dingue et que pour autant, elles se ferment? Donc ça, c'est quelque chose alors attendez, hop, j'admets. C'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. Donc ça fait 7 ans que je suis en quête de recherche, d'idées, de réponses et donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc un petit peu plus en détail, on a acheté donc notre fonds de commerce en octobre 2000. On a créé, on a acheté un fonds de commerce classique parce que avec mon mari, on avait toujours des idées innovantes. Mon mari était chef pâtissier dans des restaurants gastronomiques depuis de nombreuses années et avait été très créatif en idées et on avait toujours des idées avant-gardistes, des concepts qu'on voulait créer et pour autant, on n'a pas trouvé de banque qui voulait nous suivre. Dès que c'est un petit peu trop innovant, en France, les banques sont très frileuses et à chaque fois à chaque fois qu'on n'a pas, été au bout de notre idée, 3 ou 4 ans après, c'était l'idée à la mode. Mais bon, à ce moment-là, on ne le savait pas et on a trouvé un directeur de banque qui a aimé notre énergie, qui a aimé notre professionnalisme, qui a aimé nos personnalités, notre vision et cetera et qui nous a dit: «OK, ben, moi, je veux bien vous suivre, mais par contre, vous créez un commerce, vous commencez par un commerce classique». Donc, on a acheté un fonds de commerce, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas fait pour nous. Et en plus, on a connu sur cette période-là la révolution des 35 heures, la première révolution des 35 heures.
le passage à l'euro, Internet commence à arriver et on s'aperçoit très, très vite que l'état d'esprit des clients change. La le mode de consommation des clients change et je vais vous en parler juste après. Donc on ferme cette entreprise en 2004, on met quelques années à retrouver une idée, un concept, on se remet, on retravaille un peu chacun de notre côté en tant que salarié et on crée en 2008 un concept de créateur de gâteaux de voyage. Donc ce concept est en fait, on a pris notre ancienne entreprise, très classique, et on a utilisé notre première entreprise comme si c'était un brouillon, une esquisse un peu de cette nouvelle entreprise qu'on a créée sur mesure. Donc on a regardé tout ce qui n'était pas rentable, tout ce qui nous plaisait pas. À l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était horrible d'attendre que les clients rentrent dans le magasin. Donc on a décidé de travailler sur les marchés. Au lieu de faire toute une gamme de gâteaux qui sont périssables, il faut remplir tout un magasin de tout un tas de choses et qu'on avait énormément de pertes. Non seulement énormément de pertes, énormément de temps de travail alors que les 35 heures venaient d'arriver, donc on avait encore moins à l'époque, on avait, des apprentis et une vendeuse et on avait moins de temps, pour les faire travailler. Donc on a enlevé tout ce qui ne nous plaisait pas, on y a rajouté tout ce qu'on désirait vivre. On est passé de la ville à la campagne. Donc on est passé d'une boutique enfermée dans une boutique à on a envie d'aller sur les marchés, d'aller sur les manifestations, et cetera. Et on a créé à partir d'une base unique, de gâteaux, une gamme complètement différenciante qui n'existait pas. Quand on tapait sur internet à l'époque «gâteau de voyage», ça n'existait pas. Donc en fait, on s'est aperçu très rapidement dès le départ et on s'est installé en 2008. 2008, c'est la crise. Tout le monde dit: «Mon Dieu, c'est la crise des subprimes, il y a des faillites de partout aux États-Unis et cetera, c'est catastrophique», hein. Et nous, on a ouvert en 2008 et ça a été un carton plein tout de suite. Ça a été tout de suite un succès. Donc, en parallèle, c'est l'ère aussi des premiers achats en ligne, des réseaux sociaux qui commencent à arriver et donc nous-mêmes, on crée, notre premier site de vente en ligne. On se met dès le départ sur les réseaux sociaux. Bref, on est dans l'air du temps. Tout se passe bien, tout va bien. Mais on voit bien que tout s'accélère très vite. Les clients ont le monde à leurs pieds grâce ou à cause d'internet et pourtant les commerces traditionnels ont du mal à passer au virtuel, ont du mal à se connecter. Nous-mêmes, qui étions pourtant, vraiment avant-gardistes dans notre idée, on l'a installé et cetera, mais dans le quotidien, passer d'un savoir-faire concret à vendre dans le virtuel, c'était ça a été compliqué, ça a été un passage un petit peu, pas simple et on n'était pas très informés. C'est-à-dire qu'on nous vendait l'image de: «Tu as un site de vente en ligne, si votre site il est beau, c'est bon, vous allez vendre». Mais en réalité, on ne nous disait pas que d'abord ça coûtait extrêmement cher, que, il suffit pas de mettre juste, des belles photos, sur notre site internet et que les gens arrivent. Ben non, en fait, il y a toute une démarche derrière de promotion, de référencement, de tout un tas de choses dont on n'est pas au courant et qu'on a un peu de mal forcément à intégrer dans notre quotidien d'artisan commerçant. Mais bon, bref, on avance et on se rend bien compte qu'on vit dans un monde à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont restés vraiment avec la pensée, d'avant internet, il y a les gens qui commencent à s'intéresser à internet et puis il y a ceux qui sont vraiment pleinement dans internet. Les façons de consommer changent, la façon de voir les choses change et en même temps, les centres-villes se meurent. Ce qui a été le cas au moment où nous, on a créé, on avait notre entreprise. Quand on a fermé, ça faisait, on venait de on j'ai pardon, on avait
On avait créé un concept sur les marchés, les foires, et cetera, et puis finalement, au bout de 2 ans, on a commencé à en 2010, on a ressenti, là, il y a eu une vraie crise, une vraie hausse. Pour la toute première fois de l'histoire, il y avait une hausse du prix du carburant, qui a été vraiment extrêmement significative, à tel point que pour la première fois, les gens ont commencé à regarder leur compteur d'essence, à regarder où ils allaient partir dans les enfin, l regarder avant de prendre la voiture, en fait. Et donc tout ce qui était une sortie sur une brocante, sur une foire, sur un marché, une manifestation, peu importe, hein, les gens sur cette période-là, du jour au lendemain, ont commencé à ne plus venir. Et donc du jour au lendemain, en 2010, nous, on a perdu 50 à 70 de notre chiffre d'affaires. Donc, il a fallu qu'on rebondisse, qu'on réadapte un petit peu notre business model et donc on a intégré à ce moment-là, on a commencé à vendre aux épiceries fines, on a commencé à vendre à différentes structures, à des hôtels de luxe et cetera, faire de la revente et petit à petit, s'est senti, le désir de nos clients de nous trouver sur un endroit un peu plus fixe puisqu'on avait un laboratoire de pâtisserie. On n'avait pas de boutique, mais on vendait en ligne également et on a acheté donc, on n'a pas acheté, on a ouvert notre première boutique dans le centre de Moulins, donc une petite ville du centre de la France, hein. Et quand, et en fait, sur cette même période, sur les 2 ans où on a ouvert notre boutique, petit à petit, alors ça datait pas juste de ces 2 années-là, hein, c'est une tendance, les centres-villes se meurent, mais sur cette période-là, en fait, on a vraiment eu, alors qu'on était placé dans le centre, dans la rue la plus commerçante de Moulins, il y a 5 ou 6 commerces qui se sont fermés la même année, donc c'était énorme et en parallèle, dans les zones industrielles, les commerces, les grandes surfaces et cetera se sont développés. Donc ça a été très compliqué et on a cru que, sur cette période-là, on a cru que la crise y était pour quelque chose. Donc on a fermé le 14 février 2017 après 9 années d'activité, après avoir doublé notre chiffre d'affaires 2 ans plus tôt. Donc on est passé d'un petit peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires avec des gâteaux à 3 €, donc il faut vendre quand même du gâteau, à 230 000 € de chiffre d'affaires et parce qu'on nous dit: «Il faut augmenter le chiffre, il faut développer, il faut faire plus de clients et cetera» et ça ne nous a pas empêchés de fermer. Donc ça, c'est ce moment-là, c'est l'incompréhension totale. Nous avions pourtant réuni tous les ingrédients de la réussite. Nous étions connus. Nous avions un storytelling qui intéressait les journalistes. Nous ne payions pas d'articles genre Publi, reportages ou autres. Les journalistes radio et de l'écrit venaient à nous. On avait énormément de réputation. On avait des clients dans la France entière, etc. Enfin bref, on avait vraiment, vraiment tous les ingrédients pour réussir et pourtant, j'ai cru, vraiment, j'ai cru que la crise était responsable et que nous n'aurions rien pu ni faire. Ça, c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. On a cette sensation que c'est la crise. Il y avait la crise du centre-ville, il y avait cette crise, il y a eu cette crise de l'essence, il y a eu tout un tas de crises et puis il y en a eu plein d'autres après. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est ce que je vais vous partager en partie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est temps que les TPE fassent leur révolution. Donc l'idée, c'est de transformer nos vieux modèles économiques, inadaptés à ce monde qui bouge très très vite, en modèles uniques que les grands groupes sont dans l'incapacité de proposer, de redorer les lettres de noblesse des entreprises, de revaloriser les TPE, de, de rendre sa fierté à ces entrepreneurs de talent qui existent et qui pourtant qui ne perdurent pas autant qu'ils le devraient. Donc ça, c'est le grand défi. C'est le défi que je me suis lancé.
avec votre aide, bien sûr. Et c'est pour ça que je lance aujourd'hui, après 7 ans vraiment de travail acharné, à comprendre le contexte de l'entrepreneuriat, comprendre qu'est-ce qui fait que tu as beau avoir du talent, tu as beau tout donner pour ton entreprise, tu as beau avoir des clients hyper satisfaits, ça ne suffit pas. Ce que je voudrais et je vais vous en parler pendant tout l'été, c'est que vous vous rendiez compte à quel point être une TPE, c'est une force incroyable. Parce qu'une TPE, c'est peut rebondir. Une TPE, on est une très petite entreprise, on peut s'ajuster, on peut s'adapter. Nous, quand on a, du jour au lendemain, on a perdu 50 à 70 de notre chiffre d'affaires, on a trouvé tellement de solutions, tellement d'idées, on est tellement créatif, on peut tellement bouger et cetera. C'est quelque chose d'extraordinaire et on peut aussi proposer des expériences clients uniques. On peut vraiment proposer l'excellence et c'est important parce que aujourd'hui, et je vais vous en parler dans cette conférence, on voit beaucoup trop, de plus en plus, d'artisans qui ont des métiers dans les mains. Je vais prendre l'exemple puisque c'était notre corps de métier avec mon mari, mais ça existe dans beaucoup de domaines. Heu, Dans tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, par exemple, des entrepreneurs qui ont un savoir-faire extraordinaire et qui finissent par avoir une moins bonne qualité que dans les grandes surfaces. Ça, c'est plus possible, en fait. À un moment donné, on est des TPE, on est là pour proposer l'excellence, on est là pour proposer quelque chose d'unique et donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. À cause ou grâce à internet, les clients n'ont plus besoin de nous. Et moi, je trouve que c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle parce que comme les clients ont le monde entier à leurs pieds, vous pouvez faire ce que vous voulez dans vos entreprises. On va en parler beaucoup dans ces prochains jours. Les clients ont l'habitude d'avoir toutes sortes de concepts. Il n'y a plus de code prédéfini. Les gens maintenant choisissent à qui ils veulent donner leur argent. Les gens choisissent s'ils préfèrent du discount ou s'ils préfèrent mettre un peu plus d'argent dans un commerçant ou chez un entrepreneur pour qui ils ont de l'affection ou pour qui ils ont des valeurs communes avec eux. Et ce qui revient aujourd'hui, en tout cas, c'est la force la plus importante d'une TPE, c'est de revenir à l'humain. Donc, voilà, votre plus grande force réside aujourd'hui dans votre petite taille. Soyez fiers de vos petites entreprises. C'est très, très, très important, tout par de là. Donc, vous avez des capacités absolument incroyables parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut s'adapter à tout moment. On peut offrir l'excellence du savoir-faire, on peut offrir du sur-mesure, on peut offrir de l'authenticité, de l'originalité, de l'innovation, tout ce que vous voulez. Parce que finalement, on en revient à créer une entreprise sur mesure à qui vous êtes et à proposer des choses qui vous sont donc uniques. Il n'y a plus de concurrence en réalité. Et quand on le comprend, quand on s'éclate dans son entreprise, quand on y fait ce qu'on veut dans notre entreprise et que les clients s'adaptent, alors parfois on peut avoir l'impression que c'est compliqué, qu'ils ont des attentes, etc. Mais la réalité, c'est que les clients, eux, ce qu'ils aiment, c'est qu'on les surprenne. Et on ne peut le faire que lorsqu'on se sent bien dans son activité. Et pour se sentir bien, il faut que ce soit des entreprises qui soient sur mesure à ce qu'on désire vivre. On s'est installé pour vivre quelque chose dans notre entreprise. On ne s'est pas installé pour subir ce qui se passe autour. On ne s'est pas installé, nos patrons, on a choisi de ne pas avoir de patron. C'est pas pour que nos clients deviennent nos patrons. Et ne croyez pas que parce qu'on décide, nous, ce qu'on veut, que nos clients vont partir.
Au contraire, parce que vous allez pouvoir leur offrir le pur potentiel qui est en vous. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. On va travailler ça tout l'été. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de reconnecter avec, et je vais vraiment vous en parler, reconnecter à avoir une vision. Qu'est-ce que vous désirez vivre dans vos entreprises? Qu'est-ce qui vous a animé quand vous vous êtes installé? C'était quoi votre rêve? Parce que ce que vous voulez créer dans la matière avec votre entreprise, c'est ça qui donne du sens au pourquoi vous vous êtes installé. Par par Parce que si vous tombez dans le pessimisme, dans la peur, dans le doute, dans le stress, dans le client est roi, dans tout ce travers-là, ça a pas de sens parce que vous ne réalisez pas ce que vous voulez. Vous êtes juste dans la peur et vous proposez des choses qui ne correspondent pas à qui vous êtes et donc vous ne faites pas ressortir tout votre potentiel. Le truc, c'est que d'avoir une vision, vous le verrez, on l'a bien au début, mais au fur et à mesure, ça s'étiole. Mais d'avoir une vision, ça demande du courage. Ça demande le courage d'assumer ce que nous, on veut vivre dans nos entreprises. Ça demande du courage d'éduquer nos clients. Ça demande du courage de s'affranchir du regard des autres. Ça demande le courage de changer les pratiques de nos métiers traditionnels. Parce qu'il y a pas c'est pas parce qu'on a des pratiques qui datent de décennies entières dans nos métiers traditionnelles, qu'elles sont forcément toutes bonnes encore aujourd'hui. Je vous donne un exemple, en pâtisserie, en restauration, il y a une norme, c'est de crier sur ses salariés ou ses apprentis. C'est le chef fait exécuter, enfin, oui, fait exécuter tous ses ordres et il y a aussi le fait de garder les recettes secrètes. Vous savez qu'il y a certaines pratiques encore aujourd'hui où les chefs ne donnent même pas les recettes à leurs salariés parce qu'ils doivent garder le pouvoir, ce qui n'a aucun sens. Il y a plein de choses comme ça et il y a dans plein j'avais, un magasin de robes de mariée qui, pour passer le stock de robes de mariée dans le magasin, hem, quand quand une cliente était intéressée par une robe qui était en exposition, elle la vendait comme du neuf, sans dire à la cliente que c'était une robe d'exposition. Ça fait partie des pratiques encore aujourd'hui. Sauf qu'un jour, la vendeuse n'a pas vu que la robe avait pas mal de trous et donc la cliente s'en est rendue compte. Donc il y a pas d'éthique et elle l'a fait non pas parce que, elle avait, envie délibérément «d'arnaquer» entre guillemets sa cliente, non, c'est parce que c'est la pratique du métier. Donc avoir une vision, transformer, révolutionner nos métiers de TPE et de réaliser nos rêves, créer des entreprises sur mesure demande du courage. C'est pour ça que peu le font. Mais imaginez si les solopreneurs, les dirigeants de TPE, qui sont plus de 4 millions en France, imaginez si ce que ça représenterait dans une économie, si ces millions d'entrepreneurs kiffaient leur entreprise, retrouvaient l'espoir de réaliser leurs rêves, s'ils avaient retrouvé leur pouvoir et de créer des entreprises qui ont du sens. Ça changerait vraiment beaucoup de choses. Et on arrêterait de subir cette sensation d'impuissance, de subir la crise, cette sensation où c'est pas de notre faute, c'est l'État, c'est la politique, c'est peut-être l'association des commerçants qui fait pas son travail, qui sait? Donc on n'est pas là pour faire de la politique, vous l'avez bien compris. Donc, aujourd'hui, je vous partage le premier volet de Révolutionne ta TPE parce que pour moi, on ne peut pas faire de changement dans nos vies
dans notre façon de voir les choses, de vivre les choses sans mettre en contexte les choses. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'entrepreneuriat vraiment dans sa globalité. Vous allez voir, on va vraiment, prendre du recul, prendre de la hauteur hein, sur l'entrepreneuriat, sur les croyances autour de l'entrepreneuriat aujourd'hui. D'où viennent les croyances qui font les fameuses croyances qui font qu'on sera un bon entrepreneur si on fait correctement tout ce qu'on nous dit qu'il faut faire. D'où ça vient et de vous rendre compte à quel point ces croyances sont de vieilles croyances qui aujourd'hui sont à l'origine de statistiques absolument épouvantables. Aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez pu le constater, tout donner pour son entreprise n'est pas synonyme de réussite. Et aujourd'hui, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose, parce que la société dit quelque chose, parce qu'il y a une croyance sociétale que c'est la vérité. Aujourd'hui, le monde change vite et encore plus depuis les années 2000. Il y a vraiment un avant-après années 2000. Et pourtant, les mentalités restent exactement les mêmes. Et c'est tout le problème aujourd'hui. Le changement ne se situe pas dans ce que vous faites concrètement, parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est capable de faire beaucoup de choses. On est capable de produire beaucoup. On est capable de déployer des efforts pour faire tout un tas de choses. Mais est-ce que ça marche aujourd'hui? Non. Ce qui va marcher aujourd'hui, ce qui va créer du changement, c'est comment vous pensez. Et moi, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est ce que j'ai découvert 2 ans après la fermeture. Il m'a fallu 2 ans après avoir fermé notre entreprise, alors que dès la fermeture, j'ai vraiment commencé mes recherches 24/24, vraiment, j'ai passé des heures et des heures et des heures à étudier les livres, les vidéos, interviewer des entrepreneurs, à comprendre, prendre du recul sur nos activités, comprendre ce qui se passe chez les autres entrepreneurs, et cetera. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre qu'en fait, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui vous dit: «Tiens, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu que tu réagissais comme ça? Est-ce que tu as vu que ça fonctionne pas?» et cetera et cetera. Si personne le dit, on ne peut pas changer. C'est impossible parce que notre cerveau est fait de telle manière à tout ce que l'on croit dans notre tête, toutes nos croyances, c'est la vérité. Notre cerveau nous fait croire que toutes nos croyances, c'est la vérité universelle. Or, il n'y a rien de plus faux. Il n'existe aucune vérité. Donc, je vais vous partager tout ça et on va vraiment aller comprendre aujourd'hui les racines même de l'entrepreneuriat. Et donc, parce que nous ne pouvons pas changer ce dont on n'a pas conscience. Mise en contexte. Alors, quelques chiffres clés, des chiffres catastrophiques. Donc, 4,4 millions d'entreprises, de TPE, dont 4,3 millions de micro-entreprises. C'est extraordinaire. Dans les TPE et dans les entrepreneurs, les dirigeants à qui je m'adresse, c'est vraiment toutes les entreprises où vous êtes tout seul dans votre activité, vous êtes en couple. Je parle aussi au conjoint collaborateur qui est un entrepreneur au même niveau que l'entrepreneur lui-même, parce que pour l'avoir vécu, on remet les choses dans leur contexte. C'est pas parce qu'il n'est pas déclaré entrepreneur qu'il ne l'est pas. Et tout ce qui est entreprise de 10 salariés, entre 10-20 max, ça représente 4,4 millions quand même. Et pourtant 30 des entreprises ferment avant 3 ans d'activité et 40 avant 5 ans. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi il existe ces statistiques. Je vais vous donner la réponse de pourquoi il y a autant de fermetures avant 5 ans.
Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça vous parle? Parlez-moi dans le chat, n'hésitez pas à me dire. Je vais voir si vous m'écrivez quelque chose. Est-ce que je peux le voir? Ah oui, j'ai vu qu'il y a des messages. Une grande notoriété, connu ça dans un autre contexte, toujours présent, trop bien. Merci à ceux qui sont arrivés en cours de route, c'est top. Je suis ravie de vous voir. Bon, parfait, on va continuer. Alors, hop. Il aime pas quand je mets le chat, hein, mon ordinateur. Hop. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas compatible. Allez. Ah, voilà. Dans ce qui reste, donc 40% des entreprises sont fermées avant 5 ans. Et dans ceux qui restent, 21% de ceux qui restent ne vivent pas de leur activité. C'est des chiffres extrêmement récents. Le 20 décembre 2023, donc ça remonte à 6 mois, le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE déclarait 47% de nos chefs d'entreprise gagnent moins que le SMIC. Est-ce qu'on s'est installé pour ça? Je crois pas, hein. Qui s'installe pour ce genre de statistiques? Personne! Sinon, ça vaut pas le coup. Donc, on n'est pas là pour ça. Donc, il est temps de révolutionner vraiment, de reprendre le pouvoir, de redorer les lettres de noblesse et de façon évidemment entrepreneuriale et inspirante. Donc, quelles sont aujourd'hui les croyances de réussite autour de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu? Est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce qui se dit? Généralement, c'est il faut travailler dur, il faut faire de la qualité pour avoir du bouche à oreille. Le client est roi, ça c'est faire toujours plus de chiffre d'affaires, miser, alors c'était pas la revente que je voulais écrire, mais c'était miser sur la vente pour pouvoir profiter de sa retraite. Donc ça, c'est un modèle économique qui existe encore aujourd'hui, qui est extrêmement répandu. Il y a encore plein d'autres croyances. On en parlera, les croyances, ce genre de croyances, on va rentrer plus en détail dans la prochaine conférence qui a lieu donc le 8 juillet en présentiel à Moulins et le 9 juillet par visioconférence comme on le fait ce soir. Donc, on va vraiment aller creuser encore un petit peu plus, mais ces croyances de base perdurent encore aujourd'hui. Et ce modèle a marché, ce modèle économique, il a marché à une période de l'histoire, mais justement à une période de l'histoire. Et si ça marchait encore, ben, on serait tous dans l'abondance. On aurait des centres-villes pleins de commerces florissants. Tout le monde serait heureux, n'est-ce pas? Si ça marchait, travailler dur, tout donner, sacrifier pour tout pour son entreprise, faire la meilleure qualité, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, nous vivons donc dans un monde à plusieurs vitesses. Et le problème, c'est que l'inconscient collectif fausse votre réalité de l'entrepreneuriat. Je vais le détailler. Je vais vraiment vous décortiquer ça parce que c'est important de le comprendre, parce que c'est à partir du moment où vous comprenez ça que vous pouvez reprendre le début du pouvoir sur vos activités et que vous pouvez commencer à rouvrir un petit peu un monde des possibles et à vous autoriser à faire différemment de ce qu'on attend de vous. Parce que ce qu'on attend de vous ne fonctionne pas. Ça doit partir de vous, ce que vous voulez faire. Ça fonctionne. Quand ça part de vous, vous proposez à vos clients, ça fonctionne. Par contre, il faut être conscient de qu'est-ce que vous voulez en vrai et qu'est-ce que vous allez être capable d'oser et d'assumer, de transformer pour créer l'entreprise et la vie vraiment qui vous épanouit, qui fait partie de ce que vous désirez profondément. Mais ça demande du courage
et de dépasser l'inconscient collectif. Ce que je vais démonter aujourd'hui, vous montrer aujourd'hui, c'est que l'idéologie de ce qu'on croit devoir faire pour être un bon entrepreneur, ça date des Trente Glorieuses. Ça date donc de l'après-guerre, entre l'après-guerre et les années 80. Ce qu'on croit aujourd'hui être bon pour nos entreprises date de cette période-là. Les Trente Glorieuses, c'est de 1945 à 1975. C'est une période faste, forte économie, forte croissance économique, une augmentation du niveau de vie. C'est un moment où il y a le plein emploi. On est après la guerre. Remettez en contexte, on est après la guerre. Il faut tout reconstruire. Il y a une révolution industrielle. Il y a tout un tas de choses qui font que, tout un tas de paramètres qui font que, on a appelé ça les Trente Glorieuses, où tout va bien. Et l'inconscient collectif reste encore aujourd'hui bloqué sur cette période faste. Et tous les concepts de développement d'entreprise partent, ont leurs racines en grande partie sur cette période-là. Et ça induit en erreur la réalité des TPE aujourd'hui, ce qui explique les chiffres catastrophiques que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc, mise en contexte. Donc, projetez-vous, imaginez-vous, vous êtes à l'après-guerre. Ce sont vos parents, vos grands-parents. Leur but à eux, de vos parents, de vos grands-parents, c'est juste de survivre, hein. Eux, ce qu'ils veulent à ce moment-là, c'est d'être en sécurité. C'est d'avoir de quoi manger. Ils ne sont pas là pour s'épanouir, hein. Ils ne sont pas là pour s'éclater, hein. Il y a une valeur travail extrêmement importante. Et encore sur cette période-là, c'est les hommes qui ont la responsabilité totale du bien-être de la famille. Enfin, pas du bien-être, hein, de la survie. Qu'ils puissent les loger, les nourrir. Voilà, c'est ça le contexte. Les premiers congés payés n'arrivent qu'en juin 1936. Faut se rendre compte, hein. On commence à avoir le droit d'avoir deux semaines de congés payés en 1936. C'est pas si loin que ça. C'est la première fois que les ouvriers commencent à partir en vacances. Et le 13 janvier 1982, 82, c'est pas loin, hein. On passe de 45 heures de travail hebdomadaire à 39, avec 5 semaines de congés payés. Et en 2002, on est passé à 35 heures. Donc forcément, comprendre le contexte permet de comprendre vraiment les mentalités et l'origine des croyances. Avoir une entreprise, à l'époque, c'était rare, d'abord. Parce que les micro-entreprises, c'est pas vieux, hein. Donc il n'y avait pas les fameuses 4,3 millions de solopreneurs, hein, de micro-entreprises. C'était extrêmement rare. C'était, là encore, il faut se remettre en contexte. Nos clients, ce sont nos amis, c'est notre famille, c'est les gens du quartier, c'est les voisins, c'est les gens de la petite ville. C'est très petit. Donc à cette période-là, la réputation, évidemment qu'elle est importante parce que la clientèle, elle est restreinte. Donc, le client est roi. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Il y a quoi? Peut-être 2 ou 3 commerces concurrents, mais sur de petits espaces, sur un peu de nombre de clients, c'est important de sortir du lot. Et c'est là que la vente par bouche à oreille se fait. Donc, c'est important de satisfaire son client. Bon, c'est toujours important de satisfaire son client, attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on privilégie les besoins du client au détriment de nous, en fait. Nous, c'est pas grave. Nous, on est là pour servir le client. Aujourd'hui, c'est très différent. Dans les années 40-60, pareil, remise en contexte, arrivent les grandes surfaces, arrivent les premiers tarifs discount
Et donc là, toute la catégorie des TPE, du savoir-faire, des artisans, des commerçants commence à être ébranlée. Et l'un des slogans que j'ai trouvé, qui était à cette période-là, c'est être moins cher que le moins cher. On mise sur vraiment, on tire on tire les prix vers le bas. Et depuis, les petits commerces n'ont de cesse d'essayer de s'aligner aux tarifs des grandes surfaces. La norme tarifaire, c'est le Made in China. Donc on continue de baisser les prix, on continue de baisser des marges, on continue, quitte à baisser la qualité. Donc aujourd'hui, par exemple, il vaut presque mieux acheter parfois un gâteau à Leclerc qui sera meilleur que chez certains pâtissiers boulangers. C'est honteux. Donc on n'est pas là pour ça. Au contraire, ici, on est là pour on laisse aux grandes surfaces le tarif discount. Ils ont les moyens d'acheter en gros. Ils ont une proposition, spécifique pour une catégorie de clients. Pour certains, même nous, on peut avoir en fonction de ce qu'on désire, de ce dont on a besoin à certains moments. Certains moments, on a besoin des grandes surfaces. Il y a des produits où on ne met pas de valeur, pas spécialement, on cherche le pas cher et cetera. Et puis, il y a d'autres moments où on veut se faire plaisir, où on veut de la qualité, où on veut un service innovant, où on veut une expérience client extraordinaire et ça, c'est les TPE qui peuvent fournir ça. Chacun son domaine, que chacun reprenne sa manière de faire les choses. Et pourtant, les croyances restent toujours les mêmes. Plus on travaille, plus on a de chiffre d'affaires, plus on rentabilise, hein. C'est la croyance, hein. On croit que, on va pouvoir bien vendre son commerce et se faire une retraite, une bonne retraite bien méritée. Donc on continue à travailler toujours plus, à tirer les prix toujours vers le bas et cetera. Mais ça que voir mais ça marche toujours pas, en fait, hein. Et sacrifier sa vie, c'était une nécessité d'après-guerre. Sauf qu'aujourd'hui, on a pris ça comme une norme de la vie de l'entrepreneur. C'est ce qui est dans l'inconscient collectif. Et pourtant, ça ne sert à rien parce que si se sacrifier pour son entreprise avait le moindre intérêt, les petits commerces, tous les entrepreneurs qui le font, ils sont des millions, plutôt que fermer, ils seraient dans l'abondance. Donc, on va passer au bouleversement des années 2000. Est-ce que vous voyez un peu le cheminement des différentes croyances en fonction des époques et de se rendre compte que ce qu'on vit aujourd'hui, la racine de ce qu'on vit aujourd'hui date d'une autre époque? Est-ce que vous le voyez ça? Depuis les années 2000, du côté de la société, alors je vais essayer de voir le chat, même si après je sais qu'il y a un petit décalage. Oui, bon, très bien. Je vais reprendre mon si c'est bon. Du côté de la société, donc à partir des années 2000, du côté de la société, donc du côté des salariés, de vos amis, de votre famille, des gens qui vous entourent, c'est l'arrivée donc des 35 heures, c'est l'arrivée de l'euro. Nous, on a créé notre première entreprise, je vous l'ai dit, en octobre 2000. Donc on a eu une période courte, mais on a eu une période d'entrepreneuriat avec mon mari, où on avait l'ancien système des 39 heures et après on a vécu l'après 35 heures et l'après euro et je peux vous assurer que c'était flagrant le changement de rythme et le changement des habitudes de consommation. Du jour au lendemain, alors que c'était très, comment je vais dire? Très cadré. Les gens il y avait pas beaucoup de clients en semaine. Arrivé le vendredi, il y avait les clients commençaient à affluer et le samedi et le dimanche matin, il y avait énormément de monde. Quand on a commencé et vraiment c'était flagrant. Il y a vraiment un décalage entre la semaine, le week-end. Quand les 35 heures sont arrivées,
avec les RTT qu'on peut poser un peu partout, un peu n'importe quand, un peu comme on en a envie et cetera. Et ben, en fait, il y a plus eu ça. Ça a un peu lissé les choses et puis il y a des fois, en semaine, il y avait beaucoup de monde et le week-end, il n'y avait pas grand monde et des fois, c'était l'inverse. Ça a changé drastiquement. Ça a été vraiment la première fois où j'ai pu constater véritablement le changement de consommation, le changement aussi, petit à petit, de mentalité des gens qui ne sont donc plus là pour nourrir leur famille, mais comme on a plus de temps, comme il y a plus de temps, libre, le plaisir commence à rentrer dans les besoins. Le besoin de trouver un sens à sa vie commence à s'installer, alors que ça n'existait pas avant. On ne se posait pas la question. Il suffisait de travailler dur, on se sacrifiait, on avait une entreprise qui avait un bon chiffre d'affaires, on revendait, on allait à la retraite. Voilà, c'était basique, c'était simple, hein, en fait. Ça c'est plus le cas. Et du côté des entrepreneurs, on pense toujours pareil. On pense toujours de la même façon, mais avec moins de temps de travail par salarié. Donc on essaye de faire toujours plus, mais avec toujours moins de personnel. Et ce qui est terrible, c'est qu'on continue de baisser les marges. Parce que la société, la vie, la population augmente, le niveau de vie, enfin, comment on dit, les prix, l'inflation, tous les prix augmentent, mais les tarifs des commerçants, non, très peu. Donc on continue à baisser les marges, en tout cas à ne pas les augmenter pour toujours essayer de vendre plus. Le schéma entrepreneurial reste toujours le même, le discours reste toujours le même, la façon de penser reste toujours la même. Est-ce que vous voyez ça? Donc travailler dur est une valeur, travail très importante. Toujours plus de chiffre d'affaires pour essayer de compenser les pertes et se sacrifier pour espérer de vendre pour préparer sa retraite. Donc là, il y a vraiment un écart de mentalité qui se creuse entre la vision des salariés qui, eux, recherchent du bien-être, du plaisir, qui ont beaucoup de temps devant eux et cetera, et les patrons qui, eux, continuent à faire 40, 50, 60, 70 heures de travail et donc il y a un décalage forcément parce que on est que des humains, on travaille beaucoup, on n'a pas forcément les retours et en face, on a des salariés qui, eux, recherchent vraiment absolument autre chose. Et il y a aussi un décalage entre les entrepreneurs et les clients qui, pareil, la mentalité n'est plus la même, la manière de consommer a changé, et cetera. Et évidemment, il y a une différence avec donc les amis, les conjoints, tous les gens qui nous entourent, qui sont salariés. La vision du monde de chacun est extrêmement différente et pourtant, on reste chacun dans son prisme. En tout cas, la mentalité de l'entrepreneur, du côté de l'entrepreneuriat, ne s'ajuste pas et on s'inquiète, on ne comprend pas pourquoi il y a des burn-out, pourquoi il y a de l'épuisement, pourquoi il y a tout un tas de choses qui fait que il y a un mal-être énorme chez les entrepreneurs, parce que c'est dû à ce décalage. Donc l'ère du numérique a forcément bouleversé tout ça encore plus, les réseaux sociaux, la vente en ligne, ça continue de creuser l'écart et donc aujourd'hui, la réalité, c'est que les clients n'ont plus besoin de nous. Ils ont le monde à leurs pieds et nous, on rame. Ils sont plus conscients, on a des clients qui sont plus, comment je vais dire? Ils sont plus acteurs dans leurs achats. Ils sont plus conscients, ils comparent, ils choisissent en fonction de leurs valeurs, ils ont des idées hyper tranchées aujourd'hui. Ils donnent leur avis, ils nous notent. Ils ont la possibilité de commander à toutes les heures du jour et de la nuit et de recevoir leur colis en 24 heures chrono, alors qu'en magasin, parfois, il faut encore 15 jours d'attente. Je vais vous donner un exemple. Vous en avez certainement, vous, de votre côté. Et là, on voit vraiment une incohérence énorme.
Il y a 2 ans, on avait un corps de ferme à la campagne avec mon mari qu'on a vendu il y a 2 ans. Et on avait une piscine. Et on recherchait une piscine ronde et on recherchait une bâche à mettre dessus. En plein été, il y avait des arbres, et on avait eu pas mal de tempêtes et cetera, donc ça nous saoulait de ramasser les feuilles, donc on voulait une bâche pour mettre dessus. Je vais à monsieur bricolage. Je demande une bâche, donc on est en plein été, on doit être genre, fin juillet, quelque chose comme ça, début août, donc vraiment en plein milieu de l'été. Le magasin me dit: «Je suis obligé de commander, il y a 15 jours d'attente». Il y a 2 ans. Il y a 15 jours d'attente. Je rentre chez moi, je vais sur Amazon, j'ai eu ma bâche le lendemain. Est-ce qu'il y a pas un décalage, quand même? Même eux auraient pu faire semblant de commander sur Amazon à la rigueur, s'ils le voulaient plus vite. Donc il y a un vrai décalage. C'est une période également où des secteurs d'activité que je dis solides dans le sens où c'était des structures fondatrices dans la société telles que, la photo, telles que, des entreprises comme Nokia, comme, Kodak, comme, les taxis et cetera, ont été totalement disruptés du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas été réactifs au changement de consommation. Donc vraiment, c'est important d'avoir en tête qu'aujourd'hui, si on veut changer nos statistiques, si on veut des entreprises et des entrepreneurs qui créent des choses extraordinaires, qui développent et révèlent tout leur potentiel, il faut arrêter de penser toujours de la même façon en espérant qu'un jour ça aille mieux. Donc voilà, hein, le bien-être personnel prend une place de plus en plus importante et le burn-out aussi, forcément, puisqu'il y a un décalage. Donc le constat, c'est qu'il y a une véritable incohérence sociétale et que personne, aucun entrepreneur n'ose vraiment se plaindre parce que la réalité, c'est que on a tendance à nous dire, vous l'avez peut-être déjà vécu, moi je l'ai déjà vécu, c'est que si on commence à se plaindre, on a tendance à nous dire: «Mais c'est toi qui l'as choisi en fait. Tu es entrepreneur, tu dois assumer ça». Mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Le problème, c'est que du coup, ça crée énormément de honte, ça crée de la culpabilité, ça crée beaucoup de la peur de l'échec, ça crée tout un tas de ça développe beaucoup de doutes, de peurs et cetera, qui font qui créent des conflits internes à l'intérieur des entrepreneurs et ce sont ces conflits internes qui créent les burn-out, hein, qui créent l'épuisement de nos dirigeants, qui est le conflit entre, bah, ce qui a toujours été fait jusqu'à aujourd'hui, donc toutes les croyances de réussite de la société à propos, de l'entrepreneuriat qui datent donc des 30 glorieuses et la réalité d'aujourd'hui qui est que travailler dur, toujours plus et toujours moins cher, ça ne fonctionne pas. Que se sacrifier parce qu'un jour ça ira mieux, ça ne fonctionne pas. Donc le challenge aujourd'hui, c'est de changer vos pratiques, de changer vos méthodes, d'agrandir votre vision, de d'ouvrir vos possibles, de vous autoriser à remodeler vos business models et de développer le courage d'affronter le jugement de la société. On ne réalise pas ses rêves sans se confronter à cette peur du jugement, à plein de peurs d'ailleurs, mais c'est à partir de là que commence le changement et c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'il va se passer forcément quelque chose de terrible. Bien au contraire, quand on ose être soi, est-ce que quand on ose être soi et quand on crée une entreprise où on utilise tout notre potentiel et tout notre talent, est-ce que nos clients ne vont pas bénéficier du meilleur de nous? Est-ce que nos clients ne vont pas bénéficier d'innovations extraordinaires, de produits uniques, si on fait très exactement comme nous on le souhaite? Est-ce que c'est pas un bénéfice pour eux? Est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir
le courage d'affronter le jugement de la société? Est-ce que ça vaut pas le coup d'oser réaliser ses rêves? Moi, je crois que si, ça vaut le coup. Donc tout ça, c'est le contexte qui définit une partie de vos comportements et de vos résultats d'aujourd'hui. C'est le contexte également qui explique toutes les statistiques aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du recul et d'entreprendre avec plus de conscience. Donc ça, c'est vraiment, cette première partie, c'était vraiment pour comprendre cette notion de, les croyances qu'on utilise encore aujourd'hui datent des années des 30 glorieuses, datent de l'après-guerre et que vous avez le droit de changer les choses et je dirais même mieux, plus, il est nécessaire de changer les choses parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit énormément de fermetures. On voit des centres-villes devenir des centres-villes fantômes où il n'y a que des commerces fermés Heu et qui crée en fait, toute cette, ce qui crée, tout ce tirage vers le bas et qui n'est pas agréable en fait et qui influe du coup évidemment l'économie parce que tout ça, ça influe sur la consommation des gens. Parce que moins il y a de propositions de valeurs, moins les gens sont tentés d'acheter en fait, hein. Mais quand on a 10 commerces qui font exactement la même chose, ça a aucun intérêt. Vous êtes d'accord avec ça? Donc là, l'idée, c'est de reprendre son pouvoir de TPE extraordinaire, de pouvoir faire exactement ce qu'on veut, d'avoir une et d'être force de proposition pour nos entreprises. Dans cette seconde partie, je vais vous partager également donc on a fait une première prise de recul qui est vraiment globale sur les origines, les racines un peu des croyances autour de l'entrepreneuriat. Là, on va partir plus sur la partie individuelle du parcours classique d'un entrepreneur. Moi, ça fait 24 ans que j'entreprends, j'ai eu plusieurs entreprises. J'ai pu constater un petit peu l'évolution de ma mentalité en fonction du nombre d'années et en fonction du chiffre d'affaires. Quelles sont les influences en fonction de quand on commence ou quand ça fait plusieurs années qu'on entreprend. Je l'ai constaté sur moi, je l'ai constaté sur les entrepreneurs que j'accompagne, je l'ai constaté sur mes amis entrepreneurs, je l'ai constaté sur ceux que j'ai interviewés, sur toutes les recherches que j'ai fait, etc. J'ai fait un mix de tout ça et il y a un parcours qui revient tout le temps et qui explique, mais tellement encore plus les statistiques que je vous ai données tout à l'heure. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, dites-moi dans les commentaires, depuis combien de temps vous avez votre entreprise? Combien de temps vous entreprenez? Est-ce que c'est votre première entreprise ou pas? Dites-le moi dans les commentaires et puis n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, à prendre un temps de pause là pour vous poser la question, pour vous observer depuis que vous avez commencé, heu, comment comment vous vous sentiez? C'était quoi votre état d'esprit? C'était quoi vos actions? C'était quoi votre énergie quand vous avez avant la création d'entreprise, quand vous étiez sur le point de, que vous faisiez les démarches et cetera? Et comment ça s'est passé les premiers mois, la première année, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, plus après? Et est-ce que vous avez déjà fait un peu cette prise de recul? C'est hyper, hyper intéressant de corréler, de voir sur, une feuille, vous notez vos résultats et en haut ou en bas, peu importe, vous notez votre état d'esprit. Comment vous vous sentiez et vous verrez la corrélation et ça, je vais vous partager ça maintenant. La vie de l'entrepreneur se compose, entre autres, hein, mais moi j'ai repéré 3 grandes étapes. Il y a l'installation, la préinstallation et l'installation. Il y a la fameuse période de 3 à 5 ans, celle où 40 ne la dépassent pas. Et il y a après, ce qui se passe après.
Donc à l'installation, à la préinstallation et dans le départ de la création d'entreprise, il faut que vous vous rendiez compte que à ce moment précis, vous êtes connecté à vos désirs profonds. Vous êtes connecté à vos envies, à votre âme, à ce que vous avez véritablement, à vos rêves, à votre vision. Vous êtes Vous étiez peut-être salarié, peut-être que, ou étudiant, je ne sais pas. En tout cas, vous étiez dans une partie plus classique et vous avez eu cette idée de: «J'aimerais tellement être entrepreneur» et là, vous avez une idée, vous avez un désir, vous savez exactement ce que vous voulez faire avec votre entreprise, pourquoi vous la voulez, comment vous voulez vivre avec votre entreprise, qu'est-ce que quels sont ouais, comment vous voulez vivre? Comment vous voulez la créer? Vous êtes connecté vraiment à vos désirs les plus profonds. Vous êtes connecté à vos rêves. Donc ça, c'est ce que, rappelez-vous un peu, qu'est-ce que vous désiriez à ce moment-là? Prenez ce temps de recul. Si vous êtes en direct avec moi, n'hésitez pas à noter la question ou à reprendre ce replay quand je vais vous l'envoyer et posez-vous la question. Posez-vous, réfléchissez, apprenez à prendre du recul. C'est super important. Qu'est-ce que vous Et si vous êtes en replay, évidemment, mettez sur pause et faites le travail. Qu'est-ce que vous désiriez quand vous avez eu cette idée, ce désir profond d'être indépendant, de ne plus avoir de patron? Généralement, vous souhaitiez vivre de votre passion. Vous souhaitez être libre et indépendant, créer votre vie à votre sauce. Vous vouliez certainement donner du sens à votre vie, profiter de votre famille, de vos amis, laisser libre cours à vos ambitions, parce qu'on est capé quand on est salarié, on est capé, on ne peut pas se projeter à se dire je peux réaliser tous mes rêves, etc. Et vous vouliez peut-être travailler selon vos valeurs. Ça, c'est juste une petite liste de quelques petites choses, mais vous avez peut-être d'autres choses. Ça vaut vraiment le coup de reconnecter au pourquoi vous vouliez vous installer au départ et de vous rappeler de quoi vous ne vouliez plus. Parce que si vous vouliez quelque chose, c'est aussi parce que vous ne vouliez plus de quelque chose. Vous ne vouliez plus être dépendant des règles des autres. Vous ne vouliez plus reproduire les fameuses pratiques ou les fameux comportements de vos anciens patrons, ou de ce qui se passe dans votre corps de métier. Vous ne vouliez plus subir votre patron, vos collègues ou je ne sais quoi. Vous ne vouliez pas être limité dans votre créativité. Vous vouliez, heu, offrir au monde votre savoir-faire peut-être, hein, de façon différente, hein, avoir votre propre patte comme un artiste, hein, comme un Picasso. Avant, il reproduisait peut-être pour s'entraîner des dessins, peu importe et un jour, il est devenu Picasso. Il a volé de ses propres ailes, il a cassé tous les codes. C'est ça en fait, c'est ça quand on veut devenir entrepreneur. On veut casser tous les codes et créer sa vie et son entreprise à fonction de ce qu'on désire vraiment. Donc, souvenez-vous vraiment quel était votre état d'esprit. Généralement, les émotions qui sont liées sur cette période-là, c'est joie, enthousiasme, excitation, motivation. Vous êtes créatif, débordant d'idées, déterminé. Vous êtes prêt à soulever des montagnes. Rien ne vous arrête. Dans cette période-là, vous êtes à la fois insouciant et un peu inconscient. Et c'est ça qui vous donne la force de dépasser tous les obstacles. Parce que pour s'installer, là aussi, vous devez activer votre courage. Là aussi, vous devez affronter le regard des autres. Mais vous l'avez déjà fait, en fait. Donc, vous pouvez le refaire. Et pour vous, donc pendant ces premières années, voilà, vous rencontrez des obstacles, mais ça vous semble normal. Vous passez les étapes les unes après les autres, vous venez de vous installer, donc vous savez que ça va pas être facile comme ça du jour au lendemain. C'est difficile, mais l'enthousiasme, votre joie, votre excitation, tout ça, ça l'emporte. Vous êtes hyper motivé, donc vous y allez. Vous lancez vos premiers produits, vous avez vos premiers clients. La courbe du chiffre d'affaires grimpe progressivement ou rapidement en fonction des entrepreneurs.
et vous vous sentez le roi du monde. Et ça, c'est important de comprendre que sur cette période-là, vous êtes plein de certitudes parce que c'est ça qui fait votre force. Et qu'il y ait une crise ou pas sur cette période-là, nous, on l'a pas vu en 2008 que le monde s'écroulait autour de nous, qu'il y avait une vraie grosse crise digne de la crise de 1939. On l'a pas vu. On était tellement motivés. C'est vraiment la preuve que la crise, ça n'existe pas en fait, hein. Parce que quand on est plein de certitudes, plein d'enthousiasme, etc., ça va le faire. On y va, on avance, on trouve des solutions, on trouve des idées parce que vous êtes connectés à vos désirs les plus profonds. Ça, c'est la première partie. C'est très, très, très important de garder ça en tête parce que c'est cet état d'esprit-là qui baisse après et qui fait que après on tombe dans le pessimisme, dans les peurs, dans les doutes et dans le fait qu'il y ait autant de fermetures d'entreprises. Et là, on arrive sur cette fameuse période fatidique des 3 à 5 ans. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce qu'on vous a déjà dit: «Surtout, courage, tiens les 3 premières années, après ça ira mieux»? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? On le dit tout le temps, tout le temps. Les chiffres le montrent. Non, Géraud, pas forcément? Moi, je l'ai entendu tellement et je l'entends encore tellement, tellement. Et sur cette période-là, faut vraiment se rendre compte que mais je vais vous le dire juste après. Mais quand on arrive sur la période des 3 à 5 ans, en fait, hein, c'est un peu comme si la lune de miel était un peu passée et on commence à ressentir la pression financière, hein. L'enjeu financier commence à être important. Il faut gagner de l'argent. Au début, c'était normal, on ne gagne pas trop parce que c'est le début de l'entrepreneuriat, mais là, il est temps, il faut gagner de l'argent. Et donc, on continue d'avancer et malgré les difficultés, vous vous dites, bientôt, ça ira mieux. Le plus dur, c'est de tenir les 3 ans. Après, ce sera plus facile, hein. Et mais sur cette période-là, si c'est pas plus facile, le doute commence à survenir et ça c'est toujours aussi compliqué que dans les débuts et là, on se pose la question: «Mais est-ce que c'est normal, en fait, hein?» Alors ça peut quand je dis que c'est compliqué, ça peut être soit au niveau du chiffre d'affaires, hein, mais pas forcément. Ça peut être simplement dans le fait de diriger son entreprise. Il y a toujours plus de problèmes, il y a toujours plus de choses à gérer. Il y a toujours, des crises qui arrivent, il y a toujours des trucs qui énervent et cetera. Alors qu'on s'était dit: «Ben, normalement, ça devrait commencer à rentrer dans une espèce de routine, à avoir quelque chose d'un petit peu plus, tranquille, on va dire. Mais non, ça continue à être en dents de scie et souvent sur cette période-là, on commence à se poser la question: «Est-ce que je suis vraiment fait pour être un entrepreneur, en fait?» Et cette période-là, elle ça s'appelle la désillusion. On est passé de: «Je viens de me marier, j'ai vécu ma lune de miel, mon amoureux, mon amoureuse est parfait, extraordinaire, il n'a aucun défaut», à: «Tiens, ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'on est avec. Mince, il a des défauts, il est pas parfait. Ah ouais, désillusion, je le croyais parfait, on m'a trompé sur la marchandise». Et ben ça marche aussi sur l'entrepreneuriat. Et là, il y a 2 solutions. Soit on comprend que c'est normal, que chacun est un être humain et on se dit: «Est-ce que je vais composer avec ses défauts?» parce qu'il n'a pas que des défauts, donc je le garde ou je la garde et on va faire en sorte que ses défauts, et mes défauts, parce que moi aussi j'ai des défauts, on arrive à composer et à créer une vie extraordinaire malgré tout. Ou alors, on divorce. Et ben, c'est un peu la même chose avec l'entrepreneuriat. Sur cette période-là, on se dit: «C'est difficile. Finalement, c'est compliqué l'entrepreneuriat. C'est pas si facile. Comment ça se fait que je donne tout, tout le temps et que je gagne pas à la hauteur de ce que je mérite? Comment ça se fait que, ce soit si compliqué? Comment ça se fait que» bref, tout un tas de choses et on se remet en question et on se pose la question: «Est-ce que je suis un bon entrepreneur?» Et là, alors que
tout le début, on était connecté à notre âme, à notre vision, à nos rêves. On était excités, motivés, enthousiastes, et cetera. Là, les peurs commencent à s'installer. Il y a plus la certitude du départ, il y a plus l'insouciance, l'inconscience du début. On commence à se poser la question et le fait de se poser la question, au lieu de se dire: «Moi, je suis sûr de moi, je vais gérer», on commence à se dire: «Tiens, c'est la crise, c'est compliqué, c'est pas facile, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de» bref, tout un tas de choses et l'extérieur, le monde extérieur, les pensées extérieures des gens, les peurs des gens autour de vous commencent à envahir votre intérieur et vous commencez à à vos certitudes commencent à être conditionnelles aux circonstances extérieures. Vous vous dites plus, «Non mais de toute manière, moi je vais gérer, je sais faire, hein». Non, vous vous dites: «Ah tiens, peut-être que effectivement je suis pas fait pour ça, peut-être que c'est trop dur, peut-être que c'est la crise». Nous, on a fermé parce que j'ai vraiment cru à une période que c'était la crise, on pouvait plus rien faire en fait. Mais en fait non, c'était pas le cas. Donc là, c'est la crise envahit vos pensées, vous commencez à perdre confiance et là, c'est le stress, c'est les angoisses, c'est la charge mentale qui commence à arriver, qui vous empêche de dormir la nuit, vous commencez à être fatigué. C'est la descente, hein, petit à petit aux enfers qui mène vraiment à cette fermeture au bout des 3 à 5 ans parce qu'on a l'impression que c'est pas normal, que tout devient flou, tout devient incertain, on ne croit plus en ses rêves. On se laisse embarquer par ce qui se passe, par les événements de la vie et vraiment le poids de l'argent et des responsabilités pèse et là, vous commencez et on le voit, vous pouvez le voir parmi les entrepreneurs qui vous entourent ou peut-être même vous-même. Vous pouvez vous sentir en colère, vous pouvez vous sentir impuissant, frustré, avec un sentiment d'injustice, à vous dire: «C'est pas normal, pourquoi l'État nous aide pas? Comment ça se fait que c'est la crise et puis on paye toujours plus d'impôts et puis il y a telle grève et puis il y a tel machin» et cetera et c'est vraiment compliqué. Donc le résultat, vous cumulez un maximum de produits parce que je vous le rappelle, il faut vendre toujours de plus en plus pour pouvoir, développer notre chiffre d'affaires. Donc on accumule, mais on vend toujours de moins en moins cher parce qu'il faut surtout vendre à tout le monde et on fait de plus en plus de sacrifices, toujours. Et toutes nos peurs, toutes vos peurs dirigent toutes vos décisions et donc vos résultats. Et tout ça est relié au fait qu'on a cette croyance que après 3 à 5 ans, ça va mieux après, que c'est plus facile et que si c'est pas le cas, c'est pas normal. Donc vous tenez pendant 3 à 5 ans émotionnellement, nerveusement, vous êtes dans la résistance parce que vous savez qu'un jour ça ira mieux et que vous aurez cette récompense à la fin de vous dire que vous aurez plus de clients, que vous aurez plus de temps, que vous pourrez que vous aurez plus d'argent pour faire plus de choses, pour mieux profiter, pour pouvoir avoir des salariés, pour pouvoir développer votre activité. Vous avez cette sensation, il y a un peu cette sentence de si c'est pas le cas dans 3 ou 5 ans, en fait, c'est que c'est pas normal, que vous avez un problème et en fait, c'est pas vrai. C'est juste une croyance sociétale parce que la vérité, c'est qu'entreprendre, c'est apprendre tout du long. Au début, on apprend sa posture de dirigeant, on apprend à connaître ses clients, on apprend à savoir quel produit va avec quel client, qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui plaît pas, comment nous, on aime développer notre activité. On apprend l'administratif, la compta, la gestion, on apprend, si on a nos premiers salariés, à gérer le management et cetera. On apprend la communication, on apprend tout un tas de choses au départ, on trouve ça normal.
Sauf que ce qu'on ne se rend pas compte, hein, c'est que au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de responsabilités, on a de plus en plus peut-être de clients, peut-être plus en plus de chiffre d'affaires, peut-être de plus en plus de clients signifie par voie de conséquence, hein, par pourcentage, hein, plus d'insatisfaits, ça va avec, hein. Enfin voilà, bref, il y a tout un tas de choses qui fait que c'est pas que vous n'avez vous devriez plus avoir de problèmes, c'est que les challenges que vous rencontrez ne sont juste plus les mêmes. Mais entreprendre, c'est apprendre tout de long, apprendre à gérer ses émotions au fil des années, au fil des crises, au fil des accidents de la vie. Parfois, on peut tomber malade, parfois on peut divorcer, parfois on a un décès, parfois peu importe, il se passe plein de choses. L'entrepreneuriat se vit sur le long terme. Mais d'avoir cette croyance qu'il faut tenir entre 3 à 5 ans, on a l'impression qu'on a une épée Damoclès, qu'il faut tenir et on met toute son énergie pour réussir vite et que si c'est pas le cas, on est un mauvais entrepreneur. Et ce qui est fou, c'est que les comptables, les banquiers, les chambres de métiers, les chambres de commerce ont cette même croyance. Sauf que rappelez-vous, observez, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des salariés. Et ils se basent sur des croyances qui datent des Trente Glorieuses. Ils savent pas ce qu'on vit. Ils mettent pas leurs tripes sur la table. Alors je dis tripes parce que j'ose pas dire l'autre mot. Mais nous, on a ce courage-là de les mettre sur la table. Nos tripes, vous êtes d'accord? Donc, voilà, donc ça, c'est quelque chose dont personne ne parle et tant que vous n'êtes pas au courant, vous ne pouvez pas vous prendre du recul, vous ne pouvez pas décider de changer les choses et c'est mon rôle, moi, ici. Et c'est là qu'en fait l'état d'esprit se termine, ternit, se termine aussi du coup, il se ternit et c'est pour ça qu'il y a une ambiance aussi pessimiste et ce qui est important, c'est que vous vous protégiez de cette ambiance, que vous arriviez à vous mettre dans votre bulle, de vous reconcentrer, de vous reprojeter sur pourquoi vous vous étiez installé au départ et de réactiver ce courage de créer très exactement l'entreprise qui vous nourrit, qui vous donne de l'énergie, qui révèle vos talents, votre potentiel au-delà de ce que les gens pensent et croient savoir. Parce que même si au début c'est un peu dur à mettre en place, c'est une véritable valeur ajoutée pour vous. Parce que déjà, vous vous sentez bien, vous vous épanouissez, vous êtes dans votre dans ce qu'on appelle dans vos talents, dans votre génie. Donc c'est plus facile. Et en plus, bah, vous apportez le meilleur à vos clients. Et qu'est-ce qui se passe quand on apporte le meilleur à ses clients? Ils achètent, ils parlent de nous, ils font notre publicité, et cetera. Et est-ce que vous croyez que, les clients, ils aiment venir voir des entrepreneurs qui passent leur temps à se plaindre de la société, de la politique, de la crise, des associations de commerçants et cetera? Non, les clients, ils veulent pas ça. Les clients, ce qu'ils aiment, ils le disent pas, ils le savent pas, mais ce qu'ils aiment, c'est qu'ils voir des entrepreneurs qui réalisent leurs rêves parce que quand nous, on réalise nos rêves, on leur donne l'espoir qu'ils en sont capables également. C'est pour ça qu'ils viennent. Donc le problème, c'est quand on est pessimiste, forcément, on a moins d'enthousiasme avec les clients. Donc la tendance à se plaindre, et cetera. Et là, vous êtes dans un mode survie. Vous ne voyez plus de solution. Vous avez comme des œillères. Et ça, on va en parler je ne sais plus si c'est dans la troisième ou quatrième conférence, mais cette capacité du cerveau à nous mettre en état de survie et à nous mettre des œillères pour éviter de nous mettre en danger et quand il est dans les peurs, dans la protection, dans la survie, il nous coupe littéralement de notre créativité. Il nous fait croire qu'il y a pas de solution, que c'est impossible de faire autrement et peut-être même que pendant cette conférence, vous vous êtes dit:
Sophie, elle parle bien, mais elle raconte n'importe quoi. Bien sûr que si qu'il faut travailler dur. Bien sûr que si qu'il faut faire du chiffre d'affaires pour développer son activité. Bien sûr que si, mettez ce que vous voulez derrière parce que votre cerveau vous a mis des œillères et vous êtes persuadé que votre vérité est la vérité. Et moi, mon rôle est d'ouvrir vos œillères pour que vous puissiez observer qu'au contraire, vous avez une montagne de possibilités et que il vous suffit simplement d'ouvrir, de prendre du recul, d'avoir une vision, de prendre un autre angle de vue et vous verrez que du coup, vous vous détacherez de l'état de survie dans lequel vous met votre cerveau. Donc, je vous expliquerai ça en détail, qui déclenche plein d'émotions, qui déclenche plein de choses et qui va vous reconnecter à votre créativité et surtout à votre vision. Parce que là, quand vous êtes en état de survie, vous perdez votre pouvoir personnel. Vous remettez les clés, c'est comme si vous remettiez vos clés dans les mains de la société, dans les mains de vos clients, dans les mains de l'État, dans les mains de la crise ou de quoi qu'il arrive. Quand vous prenez vos décisions en fonction de vos peurs, vous perdez cette capacité à être un indépendant. Vous donnez vos clés à la société, vous perdez votre pouvoir personnel. Vous ne vous autorisez plus à rêver. Vous baissez drastiquement vos prétentions, c'est-à-dire qu'au départ, vous aviez des rêves énormes et là, vous en êtes à: «Si je pouvais vivre de mon activité, bah, je serais déjà content». Sauf que c'est pas pour ça que vous vous êtes installé. Vous ne vouliez pas juste avoir moins bien que quand vous étiez salarié, mais avoir cette joie d'être indépendant. Non, c'est pas ça que vous vouliez. Donc on va revenir à la vraie chose. Donc si je pouvais au moins vivre de mon activité, ça serait déjà pas mal. C'est horrible de penser comme ça. C'est cette croyance-là et tout ce cheminement qui fait que après 5 ans d'activité, 40 ont fermé et dans ce qui reste, 21 ne vivent toujours pas de leur activité et 49 n'atteignent même pas le SMIC. Mais on n'a pas créé une entreprise, on ne s'est pas fait chier à s'installer pour ça. Donc il est temps vraiment de révolutionner votre TPE. C'est pour ça vraiment que, je voulais remettre du contexte dans tout ça, parce que c'est important de comprendre ce cheminement, ce conditionnement, cette programmation sociétale qui vous empêche de réaliser l'entreprise et la vie de vos rêves. Et après, quand on dépasse les 5 ans, là, il se passe 2 phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dans la survie émotionnelle, donc qui ne vivent pas, donc les fameux 21 qui ne vivent pas de leur activité ou qui vivotent avec le SMIC et qui se disent mais qui vont pas arrêter. Donc, on dépasse les 5 ans, mais on continue à vivoter, en fait. Parce que, bah, on va faire quoi? Ça fait 5 ans que je me tape à dépasser tous les obstacles, je vais pas arrêter maintenant. Mais on continue juste à vivoter. Et puis il y a l'autre versant, ceux qui ont réussi quand même à faire un peu leur trou et cetera et nous, on était plutôt de ce côté-là. C'était d'avoir développé une entreprise tellement belle d'extérieur, en tout cas, avec des beaux produits et cetera, donc qui sont débordés, submergés, par leur entreprise. On court de tous les côtés et on a pourtant la pas la sens on a la sensation de ne jamais avancer et ça, c'est j'en vois tellement, tellement, tellement qui ont la tête sous l'eau, qui courent après leur entreprise parce qu'ils ont cumulé de faire plein d'activités différentes pour répondre à l'injonction d'il faut faire plus de chiffres, hein. Et comme on n'a pas beaucoup de marge, parce qu'on baisse nos tarifs, donc il faut faire beaucoup de chiffres pour essayer d'être rentable. Mais surtout, il faut pas embaucher parce que les salariés, c'est trop compliqué, c'est des charges, machin, et cetera. On fait tout, tout seul
ou avec une extrêmement petite équipe et au lieu de diriger notre entreprise, de l'emmener quelque part, on ne cesse que de courir au fil, à être dans la réaction de, répondre aux urgences, de répondre aux clients, de répondre à tout, mais avoir cette sensation de: «On n'avance pas» et donc on en est à la majorité des entreprises subissent. Ils sacrifient leur bien-être évidemment parce qu'on n'a pas le temps, et puis il faut travailler dur, je le rappelle, hein, ça fait partie des choses. L'entreprise est la priorité absolue, donc on n'a même plus le droit de vivre à côté. On n'a même pas le droit de se faire plaisir ou autre. Si l'entreprise ne fonctionne pas, c'est qu'on est un mauvais entrepreneur, donc surtout, on va pas en plus se faire plaisir à côté, hein, surtout pas. Donc on donne tout pour son entreprise et on a vraiment cette sensation que rien n'avance et on finit épuisé, dégoûté, hem, avec cette sensation d'impuissance, d'injustice qui fait que nos TPE aujourd'hui ont le moral dans les chaussettes et ça, c'est le parcours classique d'un entrepreneur et moi, je vais vous partager, je pense que c'est dans la quatrième ou cinquième je pense, conférence, des solutions pour avoir un parcours beaucoup plus conscient, beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus serein parce que ce n'est plus possible de subir son entreprise comme ça. Donc l'idée, c'est de devenir proactif plutôt que réactif et donc voilà, 40 des entreprises ferment avant 5 ans, c'est dû à toutes ces croyances que je vous ai partagées. Parce qu'un jour, on croit que ça ira mieux. Donc tout ce que je vous ai partagé, ça va peut-être pas forcément pile poil coller avec ce que vous vivez aujourd'hui, mais malgré tout, observez à quel point ce que la société vous renvoie comme croyance crée tellement de dégâts aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est dans une période où les commerces physiques, hein, notamment, mais pas que, mais c'est plus visible hein, dans le commerce physique hein, qu'en ligne, que énormément de commerces se cassent la figure parce qu'on est dans une transition. Le monde va hyper vite, mais les mentalités ne vont pas au même niveau de rapidité. Donc, je suis vraiment là pour vous partager tout ça. Donc, l'idée, c'est de comprendre que vous devez apprendre à entreprendre avec conscience et prise de recul parce que c'est ça qui va vous permettre de changer votre situation. Voilà. Et la prochaine fois, donc on se retrouve donc le 8 juillet en présentiel à Moulins et le 9 juillet ici par visioconférence pour le volet numéro 2 et on va aller creuser ces fameuses croyances, sociétales qui vous mènent à l'échec, qui nous a menés, nous, avec mon mari, à l'échec, et qui, emportent des milliers, des milliers d'entrepreneurs, vers l'échec, alors que ce sont des croyances qui sont totalement obsolètes. Donc, j'ai créé un groupe Telegram. Un Telegram, c'est une application qui est hyper, facile et gratuite à utiliser, qui est un groupe que j'appelle donc évidemment «Révolutionne ta TPE» parce que tout ce que je vous partage aujourd'hui et tout ce que je vais vous partager d'ici la fin de l'été, ce sont des choses qui, à la fois, vous allez vous dire: «Oui, je le sais, c'est évident, je le comprends». Donc vous allez comprendre des choses mentalement mais c'est pas parce que vous les comprenez mentalement que vous allez réussir à vous en souvenir dans les moments difficiles, dans les moments où il y a plus le courage, dans les moments où vous perdez l'espoir, dans les moments où le pessimisme est au plus haut, dans les moments où la peur du regard des autres vous paralyse. Et moi, avec ce groupe Telegram, donc vous pouvez le scanner pour rentrer. Il sera ouvert officiellement à partir du 1er juillet, mais vous pouvez rentrer dès maintenant. Et l'idée, c'est que je vous partage tous les jours
plus ou moins tous les jours, hors week-end évidemment, mais plus ou moins tous les jours, des audios, des partages, des écrits, des vidéos, des prises de conscience, des enseignements, des prises de recul, des réponses à vos questions, de quoi vous accompagner tout le long de la procédure. Mais ce canal Telegram, il n'est pas dédié que à, à l'été des TPE, hein. Il est là pour qu'on soit un groupe solidaire, ensemble, pour que on soit dans un esprit, dans un espace bienveillant où on a le droit de dire qu'on ne va pas bien, mais sans tomber dans «c'est dur, c'est la crise» et cetera. On reprend son pouvoir. «C'est pas facile, mais je veux trouver une solution. C'est pas facile, mais je voudrais bien avoir vos idées pour savoir comment rebondir» et cetera. Se sentir soutenu et aussi et surtout un espace où vous aurez le droit de rêver, de vous autoriser. Parce qu'en France, si on commence à dire qu'on est un peu ambitieux, et je ne parle pas que d'argent, mais bon, essentiellement d'argent, on peut être vite. Il faut qu'un entrepreneur, pour qu'il soit considéré, réussisse. Mais si on réussit trop, on commence à être un peu critiqué, etc. Et or, vous l'avez compris, ce qui fonctionne, c'est d'être connecté véritablement à vos rêves, à votre vision, à vos désirs les plus profonds, à vous autoriser à rêver, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir le courage. Plus vous avez de rêves, de désirs, une vision de ce que vous voulez créer avec votre vie et votre entreprise, plus ça va vous donner le courage de faire baisser les peurs, de dépasser les peurs ou de traverser le mur des peurs. Donc, c'est important d'avoir cet environnement pour vous accompagner là-dessus. Donc, scannez le QR code, hem, rentrez dans le canal Telegram. Ça va démarrer au 1er juillet. On est parti pour révolutionner l'entrepreneuriat, les TPE. Ça va être un truc de dingue. Donc, et j'ai vraiment l'intention que d'ici la fin de l'été, vous soyez reboostés, vous ayez vraiment une vision différente de l'entrepreneuriat, que vous puissiez commencer à entamer le changement pour que vraiment vous repreniez le pouvoir sur votre vie, votre entreprise. Voilà, je vais regarder un petit peu ce que vous avez écrit. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des questions? Les époques changent, mais pas la mentalité. Oui. Internet 2010-2020, le pouvoir à la clientèle. Alors oui, c'est clair, mais c'est une bonne nouvelle, hein. Parce que au départ, on peut croire que c'est une mauvaise nouvelle, mais ils ont tellement maintenant l'habitude de tout avoir qu'on peut exploser tous les codes. On peut faire tout ce qu'on veut. Et je peux vous assurer qu'il y a des business models qui ressemblent à rien et pourtant ils cartonnent. Donc, la liberté de la clientèle, de mon choix, agir selon mes valeurs, yes. Autre façon de travailler. La vie est une éducation éternelle, mais ça c'est clair et encore plus et ce qui est pas l c'est vrai et ce qui est, encore plus flagrant dans l'entrepreneuriat, c'est que nos apprentissages se voient concrètement dans notre vie. Parce que nos résultats résultent de nos apprentissages. Donc, du coup, ça permet vraiment de le voir concrètement et c'est là où on doit apprendre à se détacher de son entreprise parce que par contre, il y a une erreur à ne pas faire, c'est de quand notre entreprise ne fonctionne pas, d'avoir la sensation que notre valeur est moins bonne. En France, on a cette spécialité de, avoir un peu comme à l'école, c'est-à-dire plus on a de chiffre d'affaires, c'est un peu comme si on avait des bonnes notes à l'école et moins on a de chiffre d'affaires et plus on est un peu comme des cancres. Mais ça marche pas comme ça l'entrepreneuriat. Ça n'a marche pas du tout comme ça et on n'est pas tous hyper actifs, hyper réactifs peut-être. Ils veulent pas voir des pleureuses. OK, donc voilà un petit peu pour ce soir. Je vous remercie d'être venus. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les partager. On se retrouve le 8 et 9 juillet pour la suite.
Ça va être extraordinaire, j'en ai vraiment l'intention. Cette série de conférences, je l'ai construite véritablement comme si c'était un programme. Ce que je vais partager, j'aurais pu le faire payer, vraiment. Je n'en ai pas du tout l'intention parce que je trouve qu'on ne peut changer sa vision du monde qu'en ayant ses connaissances. On ne peut rien faire si on n'a pas d'abord la connaissance. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, je vous apporte la connaissance. Donc, prenez tous les enseignements au sérieux. Et après, évidemment, que si vous voulez implémenter, que vous voulez aller plus loin dans certains concepts, après, j'ai des programmes, j'ai des accompagnements, j'ai autre chose. Mais ce n'est pas parce que j'offre l'été des TPE que ça n'a pas de valeur. Bien au contraire, justement, c'est mon rêve était de faire des conférences. Je me lance dans ce rêve-là, très bien Géraud le carnet. Je me lance dans, ces conférences, dans cette, carrière de conférencière grâce à cet été des TPE, ce premier été 2024, hein. Je traverse mes peurs aussi, parce qu'il n'y a pas de rêve sans peur. On y reviendra, mais j'ai tellement à vous partager que je voulais vraiment vous donner un maximum de valeur tout l'été et on va profiter de l'été où pour certains c'est plus calme, d'autres c'est moins calme, mais c'est pour ça que vous avez les replays, parce que je veux vraiment vous accompagner à faire une fin d'année extraordinaire. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci d'avoir participé. Et puis, bah, je vous dis au 8 et 9 juillet. Bonne soirée à tous.